Ok, bonjour, bienvenue à tous. Donc, on va attaquer la série de capsules 421. Donc, toujours dans cette quatrième section sur les notions mathématiques. Et on attaque la deuxième partie qui sera plus sur l'algèbre linéaire. Donc, après avoir fait un peu d'ensemble et de fonctions et d'optimisation dans les parties précédentes. Hop, je vais juste partager mon écran. Ok. Donc, on attaque cette section. Donc, on va parler de vecteurs et de matrices. Donc, on est dans cette partie sur les. J'ai commencé à redéfinir les matrices. Je pense que vous êtes un petit peu tous à l'aise quand même avec les matrices. Mais commencer peut-être par les vecteurs avant. Donc, les matrices, quand même, c'est les bases de données, ça va être vu comme étant des matrices. D'accord. Donc, je vous ai mis ici une base de données. Ok, c'est tout simple. C'est une base de données que j'ai récupérée sur Wikipédia. D'accord. Donc, on a juste euh, des informations sur les différentes provinces et territoires du Canada. Okay. Donc, on va avoir deux éléments dans notre tableau et dans notre matrice, les lignes et les colonnes. Okay. Alors, techniquement, cet objet, ce n'est pas exactement une matrice, parce qu'une matrice, c'est un objet mathématique avec des chiffres. Et ici, j'ai autre chose. Okay. Donc, on a des informations qui sont des éléments textuels. Donc, on a les capitales, par exemple. J'ai même des informations sur les drapeaux. J'ai des images. Okay. Nous, ce qui nous intéressera, c'est plutôt les éléments qui sont les éléments chiffres. D'accord. Donc, une matrice, ce sera constitué de deux éléments, des lignes et des colonnes. Et les lignes et les colonnes n'ont pas les mêmes interprétations. D'accord. Donc, les matrices, voilà, ça va être ces objets-là. Donc, premier élément, c'est les éléments d'une matrice, ce sont des vecteurs. D'accord. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un vecteur. Donc, un vecteur, je vais utiliser des notations, je vais faire un mélange de plusieurs choses. La notation avec des petites flèches, comme on fait typiquement au collégial. OK. Parce que ce sera important pour avoir des notions de parallèle, par exemple. Donc, un vecteur, je peux le translater, il n'y a pas de souci. Okay. Donc, un vecteur, c'est une collection de chiffres. Okay. U1, UN. Okay. Donc, j'ai un vecteur à n éléments ici, que je peux représenter sur la partie de droite. D'accord. Donc, un vecteur, donc je vous ai mis ici deux exemples. Le premier, c'est un ensemble un vecteur d'observation. Okay. Donc, un vecteur d'observation, c'est ce que je récupérais comme une colonne de ma matrice de données. Donc, par exemple, ici, j'avais pris la taille de 200 élèves. Donc, ça me donne un vecteur en dimension 200. Okay. Donc, ici, c'est des tailles en centimètres, 178, 185, 162, 170. Donc, j'ai un vecteur en dimension 200. Okay. Mais je peux aussi voir ma base de données comme étant une collection de vecteurs dans l'autre sens. C'est ce qu'on va appeler les vecteurs d'individus. Donc, chaque individu est vu dans un espace en dimension P, qui est le nombre de variables explicatives. Donc, par exemple, ici, j'ai la taille d'un élève, j'ai son poids en kilogrammes, j'ai peut-être une variable indicatrice si jamais c'est un garçon, une variable indicatrice si jamais c'est une fille, j'ai quelque chose qui pourrait être associé à, je ne sais pas, son adresse. Okay, donc, j'ai peut-être un zip code qui est caché derrière, ce genre de choses. D'accord. Donc, ça va me donner mes deux lectures de ma base de données, de ma matrice, okay, qui va être vue comme étant des ensembles de vecteurs, soit des vecteurs d'individus, soit des vecteurs de variables. D'accord. Techniquement, en Python, un vecteur, ce sera une liste qui est définie avec des crochets, alors qu'en R, ce sera ces parenthèses des différents éléments. Alors, quand j'ai un vecteur, je peux faire des sommes. Donc, une somme de vecteurs, bah, c'est juste sommer les composantes. Okay. Donc, je vais peut-être juste revenir 2 secondes sur l'exemple d'avant, parce qu'en fait, mon dessin correspondait à ça. Okay. Donc, ici, j'ai deux vecteurs, le vecteur bleu et le vecteur rouge. Quand je fais la somme de mes deux vecteurs, bah, ça veut dire que j'avance avec mon vecteur bleu, et ensuite, je rajoute mon vecteur rouge. Donc, on voit qu'on arrive sur le point qui va se trouver en haut ici. Désolé. Le point qui se trouve là. Donc, le point qui se trouve là, ça me définit un vecteur qui est la somme de mes vecteurs bleus et de mon vecteur rouge. Et ce qu'on voit, c'est que le graphique d'en bas me dit que faire U plus V, c'est la même chose que faire V plus U. Okay. Donc, soit rouge plus bleu, c'est la même chose que bleu plus rouge. Okay. Ce qui me donne ce point. Donc, mon point 3,3, ben, je l'obtiens soit en faisant, pour la première composante, 2 plus 1, soit 1 plus 2. Okay. Donc, j'avance de 2 en X et j'avance d'abord de 2, puis j'avance de 1. Ou alors, j'avance de 1 et puis j'avance de 2 ensuite. Okay. Donc, ça va me donner ma première composante. Et pour l'autre composante, bah, ici, je monte de 2, puis je monte de 1. Donc, ça me fait bien la somme des composantes. Donc, c'est exactement la formule qui est donnée ici. Le vecteur somme, c'est la somme des différentes composantes.
Okay, donc j'ai le droit de sommer des vecteurs. Autre chose, une grandeur importante, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est ce qui est noté avec ces crochets. Donc le produit scalaire entre mes deux vecteurs, bah, c'est jamais que ce produit. Donc le petit t, c'est ce qu'on appelle la transposée. Je reviendrai là-dessus quand on définira des matrices, c'est juste que j'inverse je la mets de travers et après j'utilise un produit matriciel derrière. Mais bon, vu qu'on n'a pas encore défini matrice, on va se contenter de la formule. Donc ce que j'appelle le produit scalaire entre U et V, c'est la somme des produits de chacune des composantes. Okay, donc je fais U1 fois V1, U1 fois V1, plus U2 fois V2, plus U3 fois V3, plus U4 fois V4, etc. Okay, donc ça, c'est mon produit scalaire. Okay, donc je peux définir toutes sortes de produits scalaires. Par exemple, je prends mon vecteur avec que des 1. Okay, donc j'ai mon vecteur avec que des 1. Bah, quand je m'amuse à travailler sur cette grandeur-là, donc je fais le produit scalaire entre 1 et U. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais la somme des 1 fois U1 plus 1 fois U2 plus 1 fois U3. Donc ça veut dire que je fais U1 plus U2 plus U3. Donc je fais la somme de toutes mes composantes. Okay, donc ce produit scalaire, c'est la somme des composantes. Si je divise par n, c'est que j'ai fait la moyenne. Okay, donc je peux avoir une notation matricielle de ce qu'est vectorielle en tout cas, de ce qu'est la moyenne. La moyenne, c'est le produit scalaire entre un vecteur et la constante avec que des 1 que je divise par n. Okay. Autre exemple de produit scalaire. Supposons qu'on ait deux grandeurs. Je lance un dé. Okay, je lance un dé. X, ça va être la face que j'obtiens sur mon dé. P, c'est les probabilités de tomber sur chacune des faces. Okay, mon dé peut être truqué ou pas, c'est pas très grave. Okay. Alors, en fait, si jamais je m'amuse, je rappelle que l'espérance, c'est quand on lance un dé, ben, ce sera P1 fois la probabilité de tomber sur la face 1 fois 1. Donc, si j'essaie de deviner la valeur moyenne de ce que je vais avoir comme face visible sur mon dé, probabilité de tomber sur 1 fois 1, probabilité de tomber sur 2 fois 2, plus la probabilité de tomber sur 3 fois 3, etc. Donc, en fait, cette somme des PIXI, ben, c'est un produit scalaire. C'est en fait ce qui avait été dit il y a plus de 250 ans, c'est ce qui s'appelait la géométrie des chances, okay, où on disait que la valeur moyenne, ben, c'était le produit scalaire entre les probabilités et les gains. Donc c'est quelque chose qui est finalement assez classique, hein, cette histoire de produit scalaire qu'on va retrouver un petit peu partout. Donc le produit scalaire, c'est vraiment cette somme des produits des différentes composantes. Okay, donc le produit scalaire, encore une fois, il a deux sens, que si j'ai deux vecteurs, donc il faut qu'ils soient définis dans le même espace. J'ai un vecteur en dimension n, un autre vecteur en dimension n, je peux faire leur produit scalaire. Okay, donc si jamais je repense à mon exemple juste auparavant, je peux prendre le produit scalaire entre deux individus. Okay, donc je verrai si jamais les deux individus sont proches ou pas, si jamais ils sont différents ou pas. Okay, mais je ne peux pas faire un produit scalaire entre un individu et des variables. D'accord, donc il faut que je reste dans la même dimension, dans le même espace. D'accord, donc le produit scalaire est défini sur des vecteurs qui ont les mêmes tailles. Point intéressant, si jamais j'ai un produit scalaire qui vaut 0, c'est ce qu'on va appeler des vecteurs qui sont orthogonaux. D'accord ? Donc ça va être quelque chose dont on parlera tout le temps, parce que quand on dira qu'une variable ne sert à rien, c'est qu'elle est orthogonale à quelque chose. D'accord ? Donc la notion d'orthogonalité, on aura une interprétation très simple en termes de modélisation quand on fera des calculs sur des données. Et autre grandeur importante, c'est quand je fais le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même. Dans ces cas-là, je récupère la somme des UI carrés, et ça, c'est ce qu'on appelle la norme euclidienne. D'accord ? Donc la norme euclidienne, c'est une grandeur qu'on verra apparaître tout le temps. C'est ce qui permet de mesurer les distances dans n'importe quel type d'espace. Alors, la distance euclidienne, elle est mignonne. Donc cette somme des UI, des UI à la 2. D'accord ? Mais en fait, dans plein de cas, elle ne marche pas quand on fait de l'analyse de données. Pourquoi ? Parce que essentiellement, je suppose que mes deux dimensions sont comparables. Okay, donc quand je m'amuse à mesurer la distance, encore une fois, je me place dans. Alors, je n'ai pas fait de la géométrie, des repères et ce genre de choses. Je vous renvoie à des cours de secondaire là-dessus. Mais quand je fais un graphique, donc j'ai l'axe des X et l'axe des Y, j'ai des repères, et donc je les mesure dans certaines unités. Et donc quand je m'amuse à mesurer la distance, donc c'est la distance à 0, hein, la norme c'est la distance de mon point à 0. Okay, la somme des UI XI, la somme des UI à la 2, c'est la distance par rapport à 0. Okay. Si jamais j'ai des unités qui sont très bizarres, ça va donner des choses qui ne sont pas interprétables. Donc il existe une norme qui est une transformation de la norme euclidienne, c'est ce qu'on appelle la norme de Mahalanobis. Okay. La distance de Mahalanobis, elle revient à dire quoi ? Elle revient à dire que je peux construire une norme un petit peu différente. C'est que si jamais j'avais un certain vecteur U,
si jamais vous me donnez une matrice diagonale S, ce qu'on va interpréter comme étant une matrice de variance-covariance, en fait. Okay. Si jamais vous prenez un vecteur mu, ce qu'on va appeler, ce qui va être en fait la moyenne de mes individus, okay. Dans ces cas-là, je peux construire cette norme-là, qui est non plus U transposé U, mais U moins mu transposé U moins mu. Okay. Et entre les deux, je vais mettre S moins 1. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la distance de Mahalanobis. Et en fait, elle est obtenue en disant que quand j'ai des individus, je ne vais pas prendre leur distance euclidienne, mais je vais en fait transformer les variables. Je vais les centrer et ce qu'on va appeler les réduire, c'est-à-dire qu'on va diviser par leur écart type. Je vais vous prendre un exemple juste en dessous pour illustrer ce point-là. J'ai ici 2 dimensions. L'axe des X, alors ce sont des données qui viennent on reviendra sur cet exemple-là, c'est des données qui viennent d'une compétition de décathlon. Donc le décathlon, c'est un sport d'athlétisme où les gens sont supposés faire 10 sports, dont le 100 mètres et dont le lancer de javelot. Okay. Donc on a récupéré les performances d'une quinzaine de sportifs dans chacune des disciplines. Et on va se demander pas mal de choses quand on fera un peu d'analyse multivariée. Mais ici, je me suis contenté de représenter les 2 points, les 15 points, dans ces 2 dimensions. D'accord. Donc sur l'axe des X, on obtient le temps qu'ils ont mis au 100 mètres. Okay. Donc entre, en gros, 10 secondes et demie et 12 secondes. Okay. Donc j'ai des valeurs qui sont comprises entre 10,5 et 12. Okay. Sur l'axe des Y, j'ai la distance qu'ils ont fait au javelot. Donc cette fois-ci, je change d'unité. Okay. C'est plus du temps en secondes, c'est des distances en mètres. Et le javelot, il y en a qui le lancent pas très loin, à 50 mètres, et il y en a qui le lancent à 65 mètres. Donc mon nuage de points, il est ici. Et ce qu'on peut se demander, c'est quels sont les points qui sont proches ou pas. Et le problème, c'est, donc la notion de proche, c'est lié à une notion de distance. Le problème, c'est que les distances, si jamais je mesure cette distance-là, est-ce que cette distance-là, elle est comparable avec cette-là? En fait, on n'en sait rien. C'est que visuellement, on a l'impression qu'on peut dire quelque chose. Le problème, c'est que mes données, elles sont pas du tout comparables. C'est que la distance qu'il y a entre 2 points qui sont distincts de 55 et de 55 mètres, c'est une différence de 10. Donc en Y, j'ai une différence qui est colossale. Avoir une différence de 10 sur l'axe des X, c'est pas possible. C'est qu'il y a quelqu'un qui a couru le 100 mètres en 10 secondes et l'autre en 20 secondes. Okay. Donc on a des écarts qui sont très différents parce qu'on a des unités très différentes. D'accord. Donc pour tenir compte de cette différence, je divise par l'écart type. Donc ça, on en reviendra là-dessus en statistique, c'est une technique assez classique. En divisant par l'écart type, on va renormer parce que sinon, c'est pas comparable. C'est un peu ce que raconte ce graphe de droite. C'est que le graphe de droite, je me suis contenté de centrer. Donc j'ai mis tout le monde autour de 0, donc j'ai pris le barycentre. Donc je vous renvoie à ce que j'avais raconté sur les centroïdes. Les centroïdes, c'est vraiment le centre de mon nuage. Okay. Mais j'ai toujours la même distance. C'est que le même problème avec mes distances, c'est que les différences que j'ai sur les axes des Y, c'est une différence de 1. Les 2 traits verticaux que j'obtiens, c'est une différence de 1 encore. Okay, donc ici j'ai 1 et ici j'ai 1. Okay, donc ce n'est pas du tout comparable. Donc pour ça, on va diviser par l'écart type et on obtient le graphique qui est à droite, qui cette fois-ci rend les choses beaucoup plus comparables. Ce que dit Mahalanobis, c'est que si jamais on a des données, il faut les normaliser parce que sinon ça n'a pas de sens de regarder des distances entre individus. Okay, si jamais je cherche les individus qui sont une distance de 1 dans l'espace de gauche, ça n'a pas de sens parce que ma distance de 1, ça va me donner des points qui sont tous à peu près comme ça. Donc je ne veux pas être très éloigné sur l'axe des Y, par contre je peux être très éloigné sur l'axe des X. Okay. Donc une distance de 1, ça n'a pas de sens. C'est ça qu'il faut garder en mémoire avec cette distance euclidienne, c'est que les distances, elles ont de sens à partir du moment où les dimensions sont à peu près comparables. Okay, donc c'est ce que propose Mahalanobis qui va vous dire transformez vos variables. Et ce qu'on voit, et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est que en fait ça ne change rien sur votre graphique. C'est que les points bleus à gauche et les points rouges à droite, visuellement c'est la même chose. C'est juste les indices que vous avez sur vos axes X et vos axes Y qui vont changer. Okay, donc c'est juste que ça vous renvoie à une distance qui a une interprétation beaucoup plus simple, okay, en termes de proximité, ce genre de choses. Et c'est basé sur cette distorsion de l'espace avec une transformation qui est linéaire. Okay, donc la distance, quand on fera des distances sur des bases de données, toujours on va s'amuser à les transformer parce qu'en fait sinon les choses ne sont pas comparables. Petite application donc de nos distances. La distance euclidienne, elle est utilisée. Alors, encore une fois, je dis distance euclidienne, mais il faut avoir plutôt en tête la distance de Mahalanobis. Alors, en fait, il s'avère que quand on travaille sur des données spatiales, typiquement latitude-longitude, c'est pas très grave parce qu'en fait, les latitudes et les longitudes, ça correspond à peu près en termes d'unité à des choses qui sont comparables
Alors après, ça dépend où on se trouve, mais en tout cas, quand on se trouve quand on se trouve relativement loin des pôles, en tout cas, c'est des choses qui peuvent être comparables. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire être à une certaine distance d'un point? D'accord. Donc mon point de référence, ce sera 0, mais encore une fois, comme le dit Mahalanobis, je peux me déplacer. D'accord. Donc je peux prendre un pavillon à l'UQAM, ok, et je peux me demander c'est quoi les points qui sont à certains voisinages. Enfin, d'ailleurs, descendez Place des Arts, vous verrez que vous avez je crois qu'il y a une phrase du genre ici vous êtes dans la zone la plus dense d'un kilomètre carré, donc il y a un centre qui est la Place des Arts et vous avez un rayon euh, euh, qui a une certaine circonférence, et donc il vous montre le nombre de choses qui sont, de lieux de spectacle qui sont dans cette zone-là. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ça? Tout simplement parce que c'est la définition de la norme euclidienne. La norme euclidienne, ça vous définit ce cercle, qui est l'ensemble des points qui sont à une certaine distance. Donc, tous les points qui sont à l'intérieur sont ici à moins d'1 kilomètre de mon point d'origine. D'accord. Donc, la distance euclidienne, c'est associé à des cercles, parce que la distance, enfin, disons les points qui sont à une certaine distance sont à l'intérieur d'un cercle. D'accord. Pourquoi? Parce qu'un cercle, c'est x2 plus y2 est égal à une constante. Okay, donc, c'est des formes quadratiques, je reviendrai un petit peu là-dessus. Donc, l'ensemble des points qui sont à une certaine distance, donc l'ensemble des points qui sont à une certaine distance 1 de l'origine, ce sont des points qui sont sur un cercle. Je peux me poser aussi une autre question qui est, je me donne deux points, le point rouge et le point bleu en bas. Quels sont les points qui sont quelles sont les régions de l'espace qui sont les plus proches de la région rouge? Okay. Dans ces cas-là, on peut montrer de manière assez simple qu'en fait, la région qui va séparer l'espace en deux, les points rouges et les points bleus, c'est donc l'ensemble des points qui sont à égale distance des points rouges et des points bleus, mais en fait, c'est une droite. Okay. Donc, la distance euclidienne va vous donner deux choses importantes, des distances, enfin, des courbes d'isodistance qui sont des cercles, et des séparations qui sont des droites. Okay. Donc, quand vous séparez l'espace en deux, vous allez séparer suivant des droites qui vont mettre à égale distance de chacune des régions. Okay. Alors, une application, c'est cette carte qu'on trouve sur le site des parcs américains, qui est ce qu'on appelle le graphe de Voronoi, okay, qui vous dit quelles sont les personnes qui sont les plus proches d'un parc. Okay. Et si vous regardez attentivement, les séparations sont définies par des segments, c'est-à-dire des morceaux de droite. Et en fait, ça correspond au fait qu'on travaille ici en distance euclidienne. Donc, quand je dis, je regarde, vous prenez un individu à peu près n'importe où, quel est le parc le plus proche de cet individu? On peut montrer que c'est Hot Springs, qui est celui-là. Okay. Si jamais je me place sur ce segment-là, on est très exactement à égale distance entre Hot Springs et les Great Sand Dunes. Et les points sont alignés suivant cette droite. Donc ça, c'est parce qu'on a construit des graphes de Voronoi avec cette distance euclidienne. D'accord. Donc, je crois que je le fais dans le slide qui est juste après. Okay. Si jamais vous prenez deux points et vous cherchez à les séparer, donc à trouver la région de l'espace qui est la plus proche du point rouge ou celle du point bleu, vous allez tracer cette droite. Si jamais vous en avez trois, donc là, je vous renvoie de la géométrie du triangle, mais en fait, on peut montrer que c'est des morceaux de droite et elles vont se couper en un seul point qui va être un point un peu particulier dans le triangle. C'est l'intersection de ces médiatrices. Okay. Donc, on va récupérer ici la région des points qui sont les plus proches de ma région rouge et c'est exactement ce qu'on avait dans notre graphe de Voronoi de nos parcs américains. D'accord. Donc, cette distance euclidienne va vous découper l'espace en des régions qui sont séparées par des droites. Et donc, c'est pour ça que quand on utilisera des normes euclidiennes, on aura des séparateurs linéaires de l'espace. Donc, là aussi, je vous renvoie probablement à ce que fera Marie-Jean quand elle vous parlera un petit peu de SVM ou ce genre de choses. On aura des séparateurs linéaires dans l'espace. Et c'est, je pense, étroitement lié à cette grandeur-là. Il y a des choses un petit peu plus tordues, c'est le graphique de gauche. Le graphique de gauche, c'est qu'on peut faire ça non pas sur des plans, mais on peut le faire sur la sphère. La sphère, c'est la Terre. Et donc là, on se demande quels sont les Voronoi associés aux aéroports. Et donc, quelles sont les régions les plus proches d'un certain aéroport. Et donc, on récupère ces cartes-là qui vous donnent les régions pour lesquelles les gens qui sont dans cette région ont intérêt à aller à cet aéroport-là parce que c'est le plus proche. Okay. Donc, les graphes de Voronoi, c'est étroitement lié à cette distance euclidienne. Donc, la distance euclidienne, qui est cette somme des UI carrés, okay, c'est ce qu'on utilise très naturellement dans plein d'applications. Mais ce n'est pas la seule. Et en particulier, il y a une autre métrique qui va être intéressante, c'est ce qu'on appelle la distance de Manhattan, ou normel 1 si on fait des maths, qui consiste à dire qu'en fait, je peux définir une norme comme étant la somme des valeurs absolues. Donc, au lieu de faire la somme des UI carrés, je peux faire la somme des valeurs absolues des UI. Et ça, c'est une norme un peu particulière parce qu'en fait, elle existe dans certaines applications, en particulier à Manhattan. C'est que si jamais Manhattan, donc à New York, et c'est un peu pareil à Montréal, en tout cas dans certains quartiers,
c'est que Manhattan, donc elle s'appelle distance de Manhattan essentiellement parce qu'à Manhattan, quasiment partout, vous avez ces rues qui sont, donc vous avez les avenues qui sont parallèles aux avenues et les rues qui sont parallèles aux rues. Et ça vous définit un quadrillage. Et en fait, si jamais vous voulez vous rendre d'un point A à un point B, bah, si jamais vous utilisez la norme euclidienne, la méthode la plus courte pour rejoindre ces deux points, c'est la ligne droite. Okay, c'est ce qu'on apprend quand on est tout petit. La distance la plus courte entre des points, c'est la ligne droite, et c'est la distance en distance euclidienne. Si jamais je le faisais dans une autre distance, qui est cette distance L1, ben on voit qu'on peut avoir autre chose. Okay, c'est que par exemple ici, pour rejoindre le musée d'art moderne et les Nations Unies, ben en fait, entre ces deux points-là, ben je peux y aller par plusieurs chemins qui sont rigoureusement équivalents. Okay, et si vous regardez, à chaque fois, ils nous prennent exactement la même durée et le même kilométrage. Donc ici, j'ai 1,4 miles, quel que soit le trajet que je prends. Okay, tout simplement parce qu'en fait, c'est des histoires de quadrillage. Okay, il suffit que je fasse cette distance-là, puis cette distance-là. Mais ce petit morceau-là, ben, je peux très bien le faire plus tard. Et le morceau qui était ici, ben, je le fais sur cette distance-là. Donc en fait, c'est vraiment juste des histoires de découpage de quadrillage. Okay, si jamais vous avez un quadrillage qui est comme ça et vous voulez vous rendre de ce point-là à ce point-là, bah, soit vous allez toujours à droite puis vous montez, soit vous allez à droite, vous montez, vous allez à droite, vous montez, soit vous montez tout le temps puis vous allez à droite tout le temps. Okay, donc on peut avoir plusieurs trajets et tous font exactement la même distance. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous raconte la distance est là. Et si jamais je regarde les deux autres graphiques que je montrais précédemment, qui sont quels sont les points qui sont à égale distance de l'origine, bah, mon cercle il va devenir autre chose, c'est qu'il va devenir un carré. Okay, c'est que tous les points qui sont à égale distance de mon barycentre, enfin de mon centre 0, bah, c'est en fait tous les points qui sont sur ce quadrillage. Essentiellement parce que parcourir cette distance-là, bah, c'est équivalent à avoir fait cette distance-là, puis cette distance-là, ou celle-là, puis celle-là. Okay, donc cette norme L1 va nous donner ce qu'on appelle une sphère unité, une boule unité qui va être un carré et plus quelque chose de circulaire. Et là où c'est tordu, c'est que quand j'essaie de définir une espèce de Voronoi basée sur des distances qui sont des distances de Manhattan, bah ce qui va séparer l'espace en deux, bah c'est plus du tout quelque chose de linéaire, c'est quelque chose avec des courbes brisées. Okay, donc ici, par exemple, l'ensemble des points qui sont plus proches de rouge, bah c'est cette région-là qui est un petit peu bizarre. Donc il faut juste se souvenir que changer de norme, ça peut être un peu compliqué parce que ça va changer pas mal de choses. Donc on va avoir des morceaux qui restent linéaires, donc ça va être toujours pertinent de travailler sur des séparateurs linéaires dans l'espace, mais ce n'est pas forcément ce qui va être optimal. Okay, cette histoire de géométrie, on va la retrouver à plein d'endroits. D'accord, donc je vous ai parlé un petit peu d'orthogonalité, on avait parlé de vecteurs. En fait, les vecteurs, on va les retrouver dans plein d'espaces. Je vous ai parlé d'espaces d'individus, d'espaces de variables, mais on va les retrouver aussi en linguistique. Okay, donc en particulier, vous avez des algorithmes comme Word2Vec qui consistent à dire que quand vous avez un corpus de texte, donc vous allez compter genre des mots, mais en fait, regarder dans l'espace des mots, ce n'est pas forcément pertinent. Okay, donc vous allez avoir l'espace où vous avez les hommes, vous avez les femmes, vous avez roi, vous avez reine, vous avez beau, vous avez belle, vous avez princesse, vous avez prince, vous avez tous les mots possibles et vous mettez le nombre de fois où les termes apparaissent. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que ce n'est pas forcément très pertinent parce que ça ne permet pas de comprendre la syntaxe et de comprendre, enfin, plutôt pas la syntaxe, le sens sémantique qui se cache derrière. Et donc Word2Vec consiste à se placer dans un espace qui est un espace qu'on a plus de mal à comprendre parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais dans lequel les notions de vecteurs ont du sens. D'où la notion de Word2Vec. Vec, c'est pour vecteur, et ça revient à dire qu'en fait, je vais avoir des vecteurs qui vont avoir du sens. Donc, par exemple, le vecteur qui permet de rejoindre homme-femme, donc le vecteur qui se trouve là, ce vecteur U, ben en fait, je vais le retrouver entre plusieurs éléments. C'est que ça va être le même vecteur que je vais trouver entre roi et reine, que je vais retrouver entre prince et princesse. Et donc, ça vous permet de dire, d'avoir des notions géométriques, vectorielles, associées à ces traductions sémantiques. Okay, donc, ce que je pourrais dire, c'est princesse, pardon, reine, c'est la même chose que, enfin, et j'ai l'interprétation aussi dans le même sens, hein, c'est que une reine, c'est la même chose qu'un roi, sauf qu'au lieu d'être un homme, c'est une femme. Okay, donc je pars d'un homme, je lui enlève homme, je lui rajoute femme, dans ces cas-là, je vais tomber sur reine. Donc c'est exactement ce que nous raconte ce graphique de gauche, qui est que le vecteur qui permet de passer de reine à roi, c'est passer de roi à homme,
passer de homme à femme et revenir. Okay, donc c'est exactement ce que ça nous raconte. Je peux le faire sur l'aspect sémantique, mais je peux le faire aussi sur l'aspect syntaxique. C'est la conjugaison. Okay, donc je peux passer de walking à walked, donc d'un participe passé à un participe présent, et je vais retrouver ces mêmes transformations entre swimming et swim. Okay, donc on va retrouver différents mots dans l'espace, et quand on va tous les représenter, on devrait pouvoir avoir une interprétation soit sémantique, soit linguistique. Il y a d'autres exemples qui avaient été proposés. Encore une fois, je vous rappelle sur l'exemple dans TensorFlow où il présente un petit peu Word2Vec. On peut avoir une interprétation, par exemple, sur les villes et les capitales. Okay, quand on regarde les villes et les capitales, on voit qu'on a des vecteurs qui sont à peu près parallèles. Tout simplement parce que Rome est à l'Italie, ce qu'est Madrid à l'Espagne. Okay, avec toutes sortes d'interprétations qui sont finalement assez naturelles. Donc, encore une fois, ces vecteurs, on va les retrouver un petit peu partout. Donc, les notions de vecteurs parallèles, ça va s'interpréter d'un point de vue sémantique ou syntaxique. Les vecteurs, on va essayer de les retrouver. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on en reparlera. Enfin, on a parlé un petit peu de séparateurs tout à l'heure quand je vous disais on voulait séparer l'espace entre deux points. Les droites, les plans, ça va être caractérisé par des vecteurs. Okay, donc, par exemple, si jamais je veux me donner quelque chose de linéaire dans un espace, ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Okay, donc, si jamais je me donne un certain vecteur W, un vecteur de poids, qui va appartenir à Rn, si jamais je regarde l'ensemble des points qui sont définis par oméga transposé x, donc ça va être la somme des oméga i xi, qui est égale à une certaine constante, ça va me donner une droite en dimension dans le plan, ou ça va me donner un plan. Okay, donc, gardez juste en tête que ce que j'appelle un plan ou une droite, c'est quelque chose qui est linéaire, et ça va tout simplement s'écrire comme étant un produit scalaire entre les poids et les valeurs où je me place. D'accord ? Donc, petit exemple tout simple, si jamais je veux me donner cette droite, y égale 2x, donc c'est la droite qui augmente de 2 quand j'augmente de 1, donc c'est la courbe rouge. Okay, donc c'est défini par quelque chose de cette forme-là, donc c'est tout simplement en disant je vais prendre 2x moins 1, y égale 0, donc ça c'est mon gamma, et mon vecteur de poids, okay, oméga, c'était tout simplement 2 et moins 1. Okay, 2 et moins 1, c'est le vecteur rouge, donc c'est celui que j'appelle le vecteur U ici. Ce qu'on peut noter, je le dis parce que ça perturbe toujours un tout petit peu, le vecteur U, il est toujours orthogonal à la droite que je trace. D'accord ? Donc le vecteur W qui va apparaître, il est toujours orthogonal. Pour s'en convaincre, il suffit juste de penser, non pas en dimension 2, enfin une droite en dimension 2, mais si je me place en dimension 3, si je me place en dimension 3, un séparateur linéaire, ça va être un plan. Et un plan, c'est défini comme quelque chose qui est une fonction en dimension 2. Okay. Donc en fait, mon plan, je vais devoir le définir essentiellement par un vecteur orthogonal. C'est qu'une fois que je vous donne un vecteur, dans ces cas-là, mes plans, ils vont tous être parallèles à ce vecteur. D'accord ? Donc voilà, c'est un petit peu tordu, mais c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est la notion de forme linéaire ou de séparateur linéaire, ça va être associé à ce genre de propriété. Ok, on va attaquer un peu les matrices maintenant. Donc les matrices, c'est des concaténations de vecteurs. D'accord ? Donc, ça va être des objets qui sont en dimension n fois k ou n fois p, ou peu importe, mais disons qu'on n'a pas forcément de même ligne de ligne et colonne. Okay. Il s'avère que dans certains cas, celles qui nous intéresseront beaucoup, c'est des matrices carrées. Okay. Donc je vous ai pris ici deux petits exemples de matrices carrées. Donc on peut faire des produits. Donc quand vous avez deux matrices carrées, on peut faire leurs produits. Okay. Ce qu'on appelle le produit de matrice, c'est un truc un petit peu tordu, c'est que CIJ, donc le terme qui va se trouver dans ma matrice produit, ça va être une somme de n termes. Donc, je vais juste vous le faire sur un dessin pour qu'on comprenne. Ici, on a A, ici, on a B. Okay, si jamais je veux faire le produit AB, donc pour trouver l'élément qui va se trouver ici, je vais prendre l'élément là et l'élément là. Donc, je pars de la première ligne en A, première colonne en B. Okay, puisque je suis sur le terme qui est sur la première ligne, première colonne. Donc, je prends la première ligne de A et la première colonne de B. Et je vais faire 1 fois 1 plus 0 fois 0. Okay, c'est ce que raconte cette formule-là, qui vous dit on va appareiller les termes comme ça. Okay, donc, le terme qui va se trouver en bas à gauche, c'est bien 1 fois 1 plus 0 fois 0. Si vous regardez tous les autres, par exemple, le terme qui va se trouver là, je prends la première ligne, première colonne, première ligne, dernière colonne, 0 fois 0,
0 fois 0, je vais récupérer 0. Okay. Donc ça, c'est le produit A fois B. La particularité sur les matrices, c'est que le produit n'est pas intervertible, donc le produit B fois A n'est pas égal à B fois B. B fois A. Okay, donc par exemple, je vais essayer de trouver cet élément-là. Bah, comment je fais? Je prends la première ligne de B cette fois. Pardon. On dit pas. Celle-là, c'est la seconde, puisque dans les matrices, on compte de haut vers le bas. Donc ici, j'ai ma ligne 1, ici, j'ai ma ligne 2. Donc je prends la ligne 2 multipliée par la colonne 1. Je prends les termes qui se trouvent là. 1 fois 0 plus 0 fois 1, ça va me faire 0. Okay, donc, chose à retenir, le produit de matriciel n'est pas intervertible, donc A fois B n'est pas égal à B fois A. Petit exemple tout simple d'application. Donc, supposons que j'ai un vecteur qui contienne 3 valeurs, 1, 2, 3. Dans ces cas-là, je peux faire soit U transposé U, donc U transposé multiplié par U, soit U multiplié par U transposé. C'est encore une fois mon produit vecteur, mon produit matriciel, je peux le définir sur des matrices qui ne sont pas forcément carrées. La seule chose que je demande, c'est que quand je définis mon produit, il faut que le nombre de lignes que j'ai là corresponde au nombre de colonnes que j'ai là. Et bien sûr, je le fais à l'envers. Le nombre de colonnes dans ma première matrice correspond au nombre de lignes dans la seconde. D'accord? Donc j'ai mon vecteur U. Dans ces cas-là, je peux prendre U transposé U. Donc U, je vous rappelle, c'est toujours quelque chose qui est un vecteur qui va se mettre sous forme d'une colonne. Donc U transposé U, c'est une ligne multipliée par une colonne. Et donc ça va me donner quelque chose qui va être une matrice 1. Okay, donc je vais faire la somme de tous les éléments. Et donc c'est exactement la formule qu'on avait vue auparavant. U transposé U, c'est la somme des UI carrés. Donc c'est un nombre. C'est une norme. Okay, donc U transposé U, ça va me donner, quand vous avez des vecteurs, ça vous donne un nombre. Par contre, quand je fais U transposé, ça va vous donner une matrice. Et le terme qui se trouve là, c'est tout simplement le terme qui était sur la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc j'ai 2 fois 2. Okay, donc on retrouve cette interprétation très simple quand on a des vecteurs de cette histoire de transposer. Donc les matrices, on va les trouver sur les données, mais on va aussi les trouver sur les transformations. Alors je vais en parler parce que, encore une fois, cette partie sur les maths, c'est plutôt pour essayer de comprendre le contexte un peu général de ce qu'on va faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de transformations qu'on va faire s'écrivent sous forme de matrices. Okay, par exemple, faire une rotation, c'est faire une matrice, c'est appliquer une matrice à notre vecteur. D'accord? Donc c'est ce que je vous raconte ici. Si jamais vous avez ce vecteur ici, le vecteur bleu, et que vous voulez faire une rotation de 90 degrés vers la gauche par rapport à 0, dans ces cas-là, c'est équivalent à appliquer cette matrice R à votre vecteur. Okay, donc les transformations de type rotation sont en fait des transformations qui sont des transformations matricielles. Donc j'ai juste à multiplier R par U pour récupérer les nouvelles coordonnées. D'accord? Donc le but n'est pas de comprendre ce que c'est, pourquoi il y a des cosinus, des sinus, tout ça. Encore une fois, je suis juste là pour mettre un contexte un peu général. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de transformations qu'on va faire sont en fait des matrices. Okay, donc la rotation, c'est un cas particulier. Il y a un cas qui nous intéressera encore plus, et qui est par contre un peu plus technique, mais je ne rentrerai pas dans les maths derrière. C'est ce qu'on appelle une projection. Donc les projections, on en verra parce que c'est fondamental quand on voudra réduire la dimension, par exemple. On va projeter notre espace. Donc on aura des points qui sont... Et en particulier, c'est ce qui se passe quand on est en grande dimension. En grande dimension, on est incapable de visualiser nos données. Okay, vous êtes en dimension 10, vous n'avez aucun moyen pour visualiser toutes vos dimensions ensemble. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter dans un espace en dimension 2 ou 3. 2, l'avantage, c'est que je peux le visualiser, c'est mon plan. 3, on peut le voir, mais à condition d'avoir un outil numérique pour le faire. En particulier, pouvoir avoir des logiciels qui permettent de transformer vos données pour les manipuler. Mais au moins en dimension 2. Et en fait, il s'avère que projeter, c'est appliquer une certaine matrice, qui est ce qu'on appelle une matrice de projection. D'accord ? Donc, je vous fais un petit peu de maths ici pour vous expliquer ce qui se cache derrière cette matrice de projection, mais c'est vraiment cette idée de comment est-ce que je passe des coordonnées de mon espace de départ à mon espace d'arrivée. C'est juste en appliquant une matrice cette matrice de projection. D'accord ? Donc, c'était l'idée que on avait vu qu'on avait des fonctions f. Donc, f de x, c'est une transformation de mes données. C'est une transformation de mes données x. Ben, il s'avère qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que des fois, je peux faire des matrices multipliées par x. Et ça, c'est ce qu'on appelle les transformations linéaires. Okay, tout simplement parce que si jamais j'étais dans un espace en dimension 1, j'aurais m fois x. M fois x, c'est des fonctions linéaires qu'on apprend au secondaire. Okay, là, c'est juste qu'on est dans un espace plus gros. Donc, les matrices, c'est juste passer dans un espace plus gros, mais c'est fondamentalement la même chose. Okay, donc, les projections, c'est un cas particulier d'application linéaire.
Okay, je ne vais pas aller beaucoup plus loin non plus dans les maths, mais voilà, souvenez-vous juste que c'est une application un peu particulière. Et ce qu'on verra dans le slide prochain, c'est que c'est une application qui est très particulière parce qu'elle n'a pas d'inverse. C'est-à-dire que si jamais je vous dis que j'ai mon point bleu ici, que j'ai envie de projeter sur ma droite rouge, ben c'est facile, je fais une projection orthogonale, donc je vais mettre ici. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai projeté, je ne peux pas revenir. Donc par exemple, les antécédents de ce point, ben, il y a le point bleu, mais il y a aussi ce point-là, puis il y a aussi ce point-là, puis il y a aussi ce point-là. Donc en fait, tous les points, ils ont une infinité d'antécédents. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce que c'est ce qu'on va appeler des transformations non inversibles. Ok, autant une rotation, c'est facile. Vous faites une rotation, vous faites la rotation inverse, vous êtes revenu au point de départ. Donc, il y a deux types de transformations qui vont exister. Il y a celles qui sont inversibles, et ça, c'est intéressant, parce qu'on peut faire des allers-retours. Donc, on part dans un espace, puis on revient. Okay, mais le problème, c'est que nous, ce qui va nous intéresser, c'est souvent de visualiser les données, ça va être de simplifier. Et le problème de simplifier, c'est qu'on ne peut pas revenir. Okay, donc, on va transformer nos données, mais ça va être difficile de revenir derrière. Donc, on pourra dire des choses dans l'espace projeté. Donc, éventuellement, je vais dire, les points qui sont là, quand je les projette, ils sont très proches. Okay, donc ça va être une propriété intéressante des projections. Les projections, c'est des transformations linéaires qui vous gardent des propriétés. En particulier, quand deux points sont proches, leurs projections sont proches. Et ça va être hyper intéressant quand on va vouloir visualiser des données. C'est de dire, deux individus qui étaient très proches dans mon espace en dimension 100, ils vont être encore proches dans mon espace projeté. La difficulté, c'est que deux points qui sont proches dans l'espace projeté, je ne sais pas où ils étaient dans l'espace de départ. Et donc, il faudra faire très attention quand on fait des interprétations dans les espaces projetés. Okay, c'est un peu ce que nous raconte cette théorie. Et juste pour montrer des exemples, les projections, ça va être ça. Ça va être vraiment de dire, j'ai un espace qui est grand, mais je veux projeter. Donc, c'est par exemple la surface qui se trouve en haut à droite. Donc, j'ai une surface un petit peu tordue, en dimension 3. Okay, 3, je peux encore le visualiser. Imaginez que c'est en dimension 5. Je vais la projeter. Donc, soit en regardant les composantes x1, x2, soit x2, x3, soit x3, x2. Okay, mais on voit que c'est peut-être réducteur. Que peut-être que la bonne transformation, elle n'est pas dans cette direction-là. Okay, c'est un peu ce que nous raconte le graphique du bas en bas à droite. J'ai une forme un peu tordue. Si jamais je la projette en XY, en YZ ou en XZ, j'obtiens des formes différentes. Mais nous, on la voit bien. Encore une fois, un graphique en dimension 3, ça n'existe pas. Encore une fois, regardez vos transparents, c'est plat. Okay, je pourrais les imprimer sur une feuille de papier, c'est plat. Donc, c'est jamais qu'une projection dans un espace particulier. Et quand je regarde dans la projection qu'on a regardée ici, en fait, on voit la forme. On voit qu'elle est un petit peu tordue. Okay, donc, on voit la forme. Donc, regardez dans différents types de projections, ça pourrait être intéressant. Je vous ai pris un exemple classique, qui est l'exemple qu'on prend dans tous les cours de projection, qui est, vous observez un animal, et vous voulez trouver la meilleure projection, sous quel angle est-ce qu'il faut le regarder? Le regarder de dessus, ça ne vous apporte rien. Le regarder de dos, ça ne vous apprend rien. Par contre, quand vous le regardez de côté, on reconnaît notre chameau. Okay, donc, il y a souvent un angle qui peut être plus intéressant dans les projections. Et ce qu'on essaiera de discuter dans la partie d'analyse multivariée, c'est comment est-ce que je fais pour trouver le bon angle de projection? Comment est-ce que je fais pour visualiser correctement mon nuage de données? Parce que si jamais je le regarde mal, je peux parfois ne rien dire, parfois dire des choses fausses. Okay, donc, on essaiera de se donner des critères pour trouver la bonne manière de projeter notre nuage de points. Donc, voilà. Souvenez-vous que les matrices, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des données, mais ça peut être aussi des fonctions. Okay, ce qui rend la chose peut-être un peu mélangeante. D'accord, on parlera à la fois des matrices quand on fera des transformations, mais aussi sur les bases de données. Je vais juste donner une petite extension quand on travaille sur les données. C'est ce qu'on appelait les tenseurs. Essentiellement parce qu'on les verra apparaître quand on parlera un tout petit peu d'image à un moment. J'ai prévu d'en parler un tout petit peu. Une image, ça peut être vu comme étant une matrice. Une image en noir et blanc, c'est une matrice. Par exemple, ici, j'ai une matrice avec du noir et du blanc. Okay, donc, soit j'ai des 0 et des 1. 1, ça va être noir, 0, ça va être blanc. Okay, donc, une matrice ici, 10 x 10 avec des 0 et des 1, je peux l'avoir comme étant une image. Okay, et mon image, je peux l'avoir comme étant une matrice. Donc, par exemple, une image noir et blanc, généralement, c'est des niveaux de gris. Donc, chacun des éléments de ma matrice, donc ma matrice, ça va être le nombre de pixels en ligne, nombre de pixels en colonne. Okay, donc, hauteur fois longueur de mon image. Okay, puis, plus je suis proche de 1, plus je vais être noir, plus je suis proche de 0, plus je vais être proche du blanc. Okay, donc, ici, je vous ai mis une image manuscrite. Okay, donc, c'est un 0, je pense, qui a été dessiné. Okay, donc, avec une résolution assez faible. De mémoire, elle est en 21, je crois, ou plus 26. Okay, donc, on est quand même en dimension 26 x 26. Donc, on a 26 x 26 carré. Okay,
Donc ça fait quand même une dimension qui n'est pas négligeable. D'accord? Donc on voit que chacun des éléments ici, donc je dois faire un zoom quelque part par là. Okay, donc on voit que les éléments de ma matrice, bah, c'est des éléments de gris. Okay, donc une image, donc j'en prends une ici en bas, un accident de voiture, ça peut être des niveaux de gris. Donc on voit que le problème, c'est que si jamais je prends une résolution qui est faible, donc ici peut-être avec une quarantaine de points quand même, je ne suis pas si bon que ça. Par contre, ici, j'ai une image qui est en peut-être 500 x 500. 500 x 500, ça devient quand même assez gros. D'accord? Donc ça veut dire que vous avez potentiellement beaucoup de variables explicatives. Okay, on reviendra un petit peu sur la classification d'images par la suite. Il faut se souvenir que derrière les images se cachent des matrices. Okay, mais là, c'est le cas simple. C'est le cas de l'image noir et blanc. Quand vous avez une image en couleur, bah, c'est plus que ça, parce que la couleur, ça se décompose. Alors, on prend une base un peu particulière qui est la base RGB, green, red, blue, donc en rouge, vert et bleu. Donc chaque couleur, je peux la décomposer en 3 dimensions. Okay, donc cette fois-ci, mon image, qui était une matrice, ça va être en fait 3 matrices. Et donc une collection de 3 matrices, bah, ça va être ce qu'on va appeler un tenseur. Donc un tenseur, bah, c'est une espèce de matrice avec un élément sur la ligne I, la ligne J, la colonne J, pardon, donc dans ma matrice, et je vais avoir un élément de couleur qui sera du RGB. Okay, donc on va récupérer quelque chose en dimension 3, et une vidéo, bah, ça sera du I, du J, de la couleur, et je vais rajouter un aspect temporel. Donc ça va être une concaténation de concaténation de matrices. Okay, donc voilà, gardez juste en mémoire cette notion de tenseur qu'on verra peut-être réapparaître un petit peu quand on fera de l'analyse d'images, même si je ferai plutôt des images en noir et blanc, et donc on restera dans des notions de matrice. Okay, donc juste pour finir, la capsule est un petit peu longue aujourd'hui, mais je pense que c'est important. L'élément de base, c'est les vecteurs. Les vecteurs, je peux les voir dans 2 dimensions, les vecteurs de variables ou les vecteurs d'individus. Quand on est sur des vecteurs quand on est sur une variable, les grandeurs sont homogènes à l'intérieur, mais quand je vais vouloir, si je veux voir si 2 variables sont corrélées ou parallèles, il va falloir que je les norme un petit peu. Okay, les individus, ils ont les mêmes dimensions dans chacune des composantes. Je peux la garder, mais de l'autre côté, des distances, ça va être plus compliqué à calculer. Donc on avait vu qu'il y avait la distance de Mahalanobis qui peut être intéressante. Okay, on avait une notion de produit scalaire qui nous donne une notion d'orthogonalité. Donc l'orthogonale, ça veut dire que le produit scalaire vaut 0. Les données, je vais les mettre dans des matrices, mais les transformations, je vais aussi les mettre sous forme de matrices. D'accord? Donc, la formule la plus importante, je pense que c'est celle-là, c'est de dire que votre base de données, ça sera une matrice M. Je vais éventuellement la transformer avec une application qui sera peut-être elle aussi une matrice, ça peut être une projection, ça va nous donner un M-tilde. Ça pourrait être une approximation de votre base de données. Okay, donc on verra que les projections, par exemple, c'est une approximation très simple de notre matrice. Donc on va transformer les données pour les mettre dans un espace beaucoup plus simple. D'accord, donc le point important, c'est ces projections orthogonales qui vont être la base de tout ce qu'on fera en visualisation. Okay, et encore une fois, les matrices, c'est qu'un élément simple, parce qu'on est juste en dimension 2, mais tout ça peut se généraliser en fait en dimension plus grande, même si je ne rentrerai pas dans les détails dans le cours. Voilà, je vais arrêter là pour cette capsule, et on se retrouve très bientôt.